Notre monde a été forgé, il y a des siècles, par son histoire, la religion, la science, mais de par le temps, les hommes ont été témoins de choses qu'aucun de ces aspects n'ont su expliquer. Des maladies, Danse avec la faucheuse, des morts revenus à la vie, des défunts qui envoient des messages aux vivants, ou encore des hommes venant d'autres époques. Et tout ce qu'on ne peut expliquer provoque la peur. Ces rencontres sont devenues des récits d'horreur, qui sont devenus des légendes. Jack l'Éventreur, l'apparition du diable, l'affaire du col Dyatlov, autant de récits côtoyant le mystère de nombreux autres. Aujourd'hui, pour Halloween, cette fête remontant à 2500 ans, qui célèbre le dieu de la mort, un dieu qui ouvrait une brèche mêlant monde des vivants et monde des morts, et qui permettait de surcroît de communiquer avec les défunts. Nous allons nous plonger dans certains mystères qui ont terrifié les hommes, et qui restent encore à ce jour, sans réponse. Vous pensiez peut-être tout connaître de notre monde, mais plus on creuse dans les profondeurs de ces récits, plus on se rend compte à quel point notre planète nous est inconnue. Cadavre sans nom, fantôme, animal de la mort, homme miraculé, défunt de retour à la vie, ou encore la preuve que les démons sont parmi nous. Tant de mystères que vous allez découvrir ou redécouvrir maintenant. Ces récits vont peut-être aller à l'encontre de vos convictions. Bienvenue dans le monde de l'étrange. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce live spécial Halloween. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à passer une belle soirée en ma compagnie. Je ne suis pas en live précisément, c'est une vidéo que j'ai tournée, montée pour vous la présenter pendant le live. Je trouvais que c'était mieux pour présenter les différentes histoires que si je le faisais réellement en live, comme ça on va éviter les bafouillages, mais vous inquiétez pas, je suis avec vous dans le chat. Sûrement en train de faire de la modération, il me semble que je viens de m'apercevoir. Le concept de ce format-là, de cette vidéo, est plutôt simple. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce type d'émission, ça a passé à la télévision il y a déjà un moment de ça. Les 30 histoires paranormales, les 30 histoires mystérieuses, ce genre d'émission-là, c'est typiquement le type d'émission, moi, qui m'a fait adorer le thème de l'étrange, des mystères et de l'horreur. C'est ce qui m'a fait entrer dans ce monde-là, ce qui m'a aussi influencé pour mes vidéos. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de créer ma propre petite émission, et quoi de mieux que la période d'Halloween pour le faire. Donc les amis, si vous êtes prêts, n'hésitez pas à lâcher votre petit like sous ce live. Et on est parti pour les 3 premières histoires, où nous allons voir l'histoire d'un chat qui pouvait prédire la mort, l'histoire d'un cimetière habité par des entités surnaturelles, mais également l'histoire d'un prêtre qui aurait reçu une visite spéciale, le rendant capable de faire des choses que nul homme ne pourrait imaginer. Oscar était un chaton comme les autres. Il avait élu domicile dans une maison de retraite où il a grandi en accompagnant les personnes qui se trouvaient dans ce lieu. Aux États-Unis, à Rhode Island, dans la Steerhouse Nursing, Oscar était un chat très peu amical. Il ne se laissait pas caresser, avait tendance à fuir les résidents, mais il y a bien un groupe de résidents que lui-même décidait d'approcher. Ces résidents-là étaient des résidents qui allaient trépasser sous peu de temps. Aujourd'hui, pour ceux qui travaillent dans la maison de retraite, c'est un fait. Quand Oscar se laisse câliner par un patient, le patient en question va perdre la vie prochainement. Mais vraiment très rapidement. Ça pourrait être dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. We've noticed that if someone's in the dying process, he will curl up on the bed almost to comfort that person through their last hours. Oscar aurait offert sa présence à plus d'une centaine de patients qui seraient tous décédés. Est-ce que Oscar a un don et il arrive à pressentir le décès des personnes? Est-ce que c'est lui-même qui choisit quelles personnes vont mourir? Et c'est ce chat qui cache sous son aspect mignon la capacité de faire mourir quelqu'un? Ou alors, est-ce qu'il y a une raison plus rationnelle? Le fait peut-être qu'il arrive à sentir une odeur particulière venant des patients qui vont mourir prochainement, que ce soit peut-être des phéromones. Mais ce qui est sûr, c'est que ce fameux chat, Oscar,
permet au personnel de la maison de retraite de prévenir les proches d'un patient si jamais il est remarqué au chevet de quelqu'un. Immédiatement, la famille et les proches sont prévenus pour qu'ils puissent dire leurs adieux au patient qui va mourir prochainement. Le petit Oscar, de par sa présence, allège la douleur des patients. Il les aide en quelque sorte à voyager vers l'autre monde en sérénité. Il est aussi très bénéfique pour la famille ou les proches des patients qui vont mourir, parce qu'il aurait une certaine aura, comme si sa seule présence rassurait ceux qui se trouvaient aux alentours de l'animal. Alors est-ce qu'Oscar est un ange gardien, un ange de la mort? À ce jour, personne ne sait s'accorder concernant cette question. Ou alors, peut-être que c'est simplement une réaction naturelle de la part d'un animal et qu'il arrive à pressentir la mort, comme pourraient le faire beaucoup d'autres. Et simplement que chez ce petit Oscar, cette capacité est décuplée. Nous sommes à Londres, dans le quartier de Highgate, un quartier qui est prisé par des jeunes en cherche de sensations fortes, mais pas que. Il y aurait également des jeunes friands d'occultisme qui rôderaient dans certains cimetières pour pratiquer différents rites. Quelque chose qui était courant à la fin des années 1960. Et malheureusement, les personnes arpentant les cimetières n'étaient pas des plus précautionneux. Il y a eu beaucoup d'actes de vandalisme qui ont été recensés, mais tout ça s'est arrêté à cause d'une panique collective qui a eu lieu dans un cimetière situé à Highgate. Le 21 décembre 1969, un jeune homme friand d'occultisme, David Ferrand, s'est rendu seul, la nuit, dans le cimetière d'Highgate. C'est quelques mois plus tard, en février 1970, qu'il a envoyé une lettre à un journal pour faire part de ce qu'il avait pu observer ce soir-là. Il aurait rencontré une entité grise. Tout de suite, il a pensé que c'était quelque chose de surnaturel, mais pour être sûr que ce n'était pas juste une hallucination, il en a parlé à son groupe d'amis. Il se trouve qu'il n'était pas le seul à avoir remarqué ce genre de choses. D'autres ont dit avoir vu un cycliste, une femme vêtue de blanc, un homme portant une cape et un chapeau, des visages qui émergeaient des portails du cimetière. Et tous ont dit également entendre des sons étranges, mais également des voix leur disant de se rapprocher. Il n'y aurait eu que 2 témoignages qui correspondaient à ce qu'avait vu David Ferrand ce soir-là, cette fameuse entité grise, mais la diffusion de tout cela parmi les articles du journal que David Ferrand avait contacté ont créé une panique collective. Pour la population de Londres, c'était clair. Le cimetière d'Highgate était habité par un vampire. Et comme souvent, ce qu'on ne comprend pas provoque la peur, et la peur provoque la violence. Des chasseurs de vampires amateurs se sont donc aventurés de nuit dans le cimetière d'Highgate, là où avait apparemment été repéré un vampire ou des fantômes, et l'un d'entre eux, qui disait avoir eu affaire au vampire d'Highgate, a dit avoir réussi à le combattre en l'exorcisant et en détruisant son cercueil. Ce qui s'est passé à Highgate était au début un récit, qui s'est transformé depuis en légende parce que aucun fait similaire n'a été relaté depuis ces événements. Bien que les cimetières soient des endroits propices aux apparitions paranormales parce que ce sont des lieux qui sont littéralement plongés dans la mort, ils sont très certainement également propices à des hallucinations. L'époque faisant qu'il était compliqué d'avoir des preuves, nous étions loin des appareils photo permettant de prendre des photos instantanément, des vidéos en 4K, donc qui sait, peut-être que cette histoire est simplement une rumeur qui a pris de l'ampleur. Et certaines personnes se sont appropriées cette rumeur et ont voulu en quelque sorte surfer dessus pour se donner de l'importance. Quoi qu'il en soit, ce mystère est encore non résolu. Aucune preuve tangible n'a démontré quoi que ce soit allant à l'encontre de ces événements ou allant au contraire en ce sens. Donc, libre à chacun de penser que le cimetière d'Highgate était le lieu de résidence de fantômes mais également de vampires. Padre Pio était un prêtre italien, un prêtre qui semblait se fondre dans la masse parmi les autres prêtres, mais il avait une particularité. C'est l'un des premiers qui a eu des stigmates, mais des stigmates très particuliers. Il ne les aurait pas eus en se blessant ou en attrapant une quelconque maladie. Il les aurait eus après une rencontre avec Jésus-Christ. Voici comment il a décrit sa rencontre. Je vis devant moi un personnage mystérieux dont les mains, les pieds, la poitrine ruisselaient de sang. Je sentis mon cœur blessé par un dard de feu. Ce personnage disparut de ma vue, et je m'aperçus que mes mains, mes pieds, ma poitrine étaient percés et ruisselaient de sang. Dans un premier temps, il a cherché à dissimuler ses plaies. Néanmoins, il n'a pas pu les masquer éternellement, et quand certaines personnes
ont pu les apercevoir, des rumeurs se sont propagées à son sujet. Padre Pio commence à avoir de la notoriété, ce qui est très mal vu par l'Église. Un prêtre ne doit pas être soumis à la célébrité. Célébrité qui ramenait de plus en plus de fidèles auprès de sa paroisse. Des rumeurs vont se lancer concernant Padre Pio, comme quoi les stigmates qu'il a reçus de manière surnaturelle, selon lui donnaient un pouvoir presque animal qui attirait l'homme vers lui. Évidemment, comme chaque événement surnaturel, certains ont parlé d'imposture. On prétendait qu'il s'était lui-même infligé des plaies, d'autres pensaient réellement que le Christ l'avait en quelque sorte possédé, faisant ressortir les plaies de la fin de sa vie sur le corps du prêtre. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de fidèles pensent que Padre Pio est capable de réaliser des miracles. Le miracle le plus impactant et le plus important qu'il aurait réalisé, ce serait redonner vie à la ville où il s'est installé. San Giovanni Rotondo, une ville sur le déclin. Et à partir du moment où le prêtre miraculé s'y est installé, elle a connu un essor économique incroyable. Mais ce qui est également surprenant avec cet homme, c'est qu'à son décès, ses stigmates ont disparu. Il les avait conservés tout au long de sa vie, jusqu'au moment où il l'a perdu. Beaucoup d'auteurs, de penseurs se sont penchés sur son cas, essayant de remettre en cause l'aspect surnaturel des blessures qu'avait reçues Padre Pio, pensant notamment qu'il utilisait des produits chimiques pour rendre ses blessures plus apparentes et pouvoir rendre la chose encore plus incroyable qu'elle ne l'était. Si vous voulez encore d'autres miracles surnaturels, en voici. Il aurait remis sur pied un homme paralysé, ou il aurait encore redonné la vue à un aveugle. Il y a beaucoup de témoignages concernant ses capacités spéciales permettant de corriger tout problème, comme par exemple le fait de pouvoir s'exprimer dans des langues qu'il ne connaissait pas. Certains disent l'avoir vu même s'envoler, pouvant aller jusqu'à 30 cm au-dessus du sol. Il pouvait également lire dans les pensées, ou bien même deviner l'avenir. Un homme qui ne fait plus partie de ce monde et qui nous a quittés rempli de mystères. Donc était-ce un charlatan, comme il y en a eu beaucoup, qui s'est servi de la religion pour connaître la notoriété, ou alors était-ce un homme réellement frappé par les pouvoirs de Jésus-Christ et qui se serait peut-être même fait posséder par lui? Et bien comme beaucoup de mystères dans cette vidéo, nous n'en avons clairement pas la réponse. Quelle délicieuse mise en bouche! Vous l'avez peut-être remarqué, mais parmi ces histoires, il y avait un thème récurrent, le thème de la mort. C'est un thème qui ressort assez souvent quand on parle d'horreur, quand on parle de mystère, et c'est un thème qui va être encore dominant dans les histoires à suivre. Ce qui nous fascine avec le thème de la mort, c'est que c'est un thème qui nous est inconnu. Personne en soi n'est revenu de l'autre côté. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, peut-être pas. Nous allons voir maintenant 3 histoires qui ont également le thème de la mort, sous différents aspects. On va voir l'histoire de Clervius Narcisse, un homme qui serait revenu d'entre les morts sous l'état de zombie. Nous allons également voir le poltergeist de Coventry, un poltergeist qui habitait une maison au Royaume-Uni. Et enfin, nous allons voir 2 mystères concernant des messages envoyés, peut-être de l'au-delà, par des défunts après leur décès, que ce soit par appel téléphonique ou alors par échange d'emails, qui semblent indiquer qu'il y aurait peut-être des interactions possibles entre les hommes vivants et décédés. Clervius Narcisse, le poltergeist de Coventry, et également des messages envoyés de l'au-delà, c'est maintenant. Pour beaucoup, les zombies sont des antagonistes de films d'horreur qui cherchent à dévorer vivants les héros, mais dans la réalité, on n'en a jamais réellement vu. Et bien comme je vous l'ai dit, si on se penche un petit peu dans les profondeurs de notre monde, on pourrait peut-être en trouver un. Clervius Narcisse, un haïtien qui est devenu très connu, parce que c'est un homme qui aurait été tout simplement transformé en zombie. Ce n'était pas une zombification qui a été faite pour ramener un proche qui nous manque à la vie, ça aurait été dans un but bien plus malsain. Les esclavagistes utiliseraient cette méthode pour avoir des esclaves dociles qui ne rechigneront pas à la tâche. Le 2 mai 1962, Clervius Narcisse a été déclaré mort. Il aurait eu une maladie qui l'aurait tué, et le lendemain il aurait été enterré dans un village. Mais 18 ans plus tard, un homme se présente auprès de sa sœur. Il aurait avoué qu'il était le frère de Clervius Narcisse, un frère inconnu, et il a dit avoir été victime de zombification. Il aurait été badigeonné de poudre de zombie, et impuissant, il aurait assisté
à son propre enterrement. Pas en tant que proche venu rendre les derniers hommages, mais il aurait été dans son propre corps, mais incapable de donner signe de vie. Une fois que l'enterrement aurait été terminé, on l'aurait déterré, puis on l'aurait forcé à travailler en tant qu'esclave, dans des plantations, avec d'autres hommes, comme lui, à l'état de zombie. De manière régulière, les exploitants droguaient les zombies pour qu'ils restent en l'état, mais ce fameux frère venu accoster la sœur de Clergus Narcisse indique qu'un jour, on aurait oublié de lui donner sa substance, ce qui l'aurait sorti de cet état de zombification, et il se serait par la suite enfui. Ce fameux frère a erré dans le pays, et il a attendu quelque chose pour pouvoir se remontrer clairement au monde des vivants. Parce que ce fameux frère qui avait accosté la sœur de Clergus Narcisse, c'était Clergus Narcisse lui-même, qui avait pris l'identité de son frère pour ne pas se faire démasquer. Il avait attendu que ce fameux frère décède pour prendre son identité et pouvoir essayer de revivre une vie normale et retrouver sa sœur et lui expliquer tout ce qui lui était arrivé. Alors qu'en est-il? Est-ce que cette fameuse poudre de zombie aurait permis de sauver la vie de Clergus Narcisse en le préservant de la maladie? Ou alors est-ce que tout ça n'était qu'une vaste machination visant simplement à enlever Clergus Narcisse, lui donner une drogue pour qu'il semble mort, déclaré comme tel, enterré, puis déterré par ses ravisseurs pour exploiter cet homme en tant qu'esclave. Cette poudre de zombie ne serait qu'un assemblage de substances chimiques permettant d'une part de paralyser un individu, mais sur le long terme de couper les connexions de son cerveau avec son corps, le rendant dans cet état léthargique, cet état de zombie. Bien sûr, ça, ce sont des avis scientifiques. Il n'y a aucune certitude concernant tout ça. Nous sommes maintenant à Coventry, au Royaume-Uni. Lisa Manning a constaté qu'il y avait des événements étranges qui se passaient dans son domicile. Voulant en avoir le cœur net, car pensant qu'elle a affaire à quelque chose de paranormal, elle fait appel à un médium. Et ce médium réussit à enregistrer une activité plutôt étrange. Ces phénomènes, c'était des bruits, des déplacements d'objets, des apparitions ou des disparitions d'objets, et à chaque fois, c'était inexplicable. L'homme n'intervenait en aucun cas et n'aurait pas pu produire les événements qui se passaient au domicile de Lisa Manning. Elle vivait là-bas avec ses enfants et son mari, et pour elle, il n'y a plus de doute. Sa maison est habitée par un autre habitant. Un habitant qui vient de l'autre monde et qui provoque tous ces désagréments. Au bout d'un moment, l'activité paranormale prenant de plus en plus d'ampleur, elle a contacté un autre médium bien connu, Derek Acorah, qui a réussi sur place à rentrer en contact avec l'entité habitant dans la maison de Lisa Manning, et que cette entité était un homme très en colère du nom de Jim. Le médium a affirmé avoir réussi à faire partir l'entité, mais ce qu'il a indiqué également, c'est que l'entité était particulièrement puissante à ce niveau-là parce que la maison de Lisa Manning se trouvait à côté d'un cours d'eau. Et les cours d'eau, selon lui, sont des lieux qui ont tendance à attirer les poltergeists. Néanmoins, pour Lisa Manning, ce n'était pas la fin de l'histoire. Parce qu'après le départ du médium, certes, l'entité s'est calmée, mais c'était le calme avant la tempête. Au bout d'un certain moment, l'entité est revenue, encore plus en colère que ce qu'il n'était avant. Quand Lisa Manning accueille quelqu'un chez elle, elle lui donne un crucifix pour se défendre. Elle a dispersé à de nombreuses reprises du sel dans sa maison pour essayer de calmer l'entité, et elle a placé différents cristaux de protection, en attendant que elle et sa famille puissent changer de domicile. De nouveaux événements se produisent, comme la lumière qui s'allume ou qui s'éteint d'elle-même, des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait à nos côtés, et Lisa Manning se souvient d'un jour où les activités paranormales étaient telles qu'elle s'est cachée avec sa famille dans la pièce à vivre. Ils se sont tous échappés par la fenêtre parce que la porte d'entrée s'était verrouillée alors qu'elle ne l'était pas normalement. C'était la jeune fille de Lisa Manning qui essayait d'ouvrir la porte d'entrée quand elle s'est rendue compte que quelqu'un
la bloquait, elle a d'abord pensé à son frère, mais elle a vite changé d'avis en voyant que le frère se trouvait en réalité juste derrière elle. Tout le monde s'est attelé à essayer d'ouvrir la porte d'entrée, mais rien n'y fait. Même la force des 4 personnes de la famille n'ont pas suffi à ouvrir cette porte face à la puissance de l'entité qui s'était emparée de la maison de Coventry. Aujourd'hui, régulièrement, un prêtre se rend dans la maison pour essayer de libérer les lieux de l'emprise de l'entité nommée Jim. Le 12 septembre 2008, aux États-Unis, Charles Peck voyageait de Salt Lake City vers Los Angeles pour passer un entretien d'embauche. Son rêve, décrocher un emploi pour pouvoir épouser sa petite amie, Andrea Katz. Néanmoins, il ne pourra jamais réaliser ce rêve parce que le train dans lequel il était est rentré en collision avec un autre, causant un accident provoquant la mort de 25 personnes. Durant les 11 heures qui ont suivi cet incident, le téléphone portable de Charles Peck a appelé plusieurs fois Andrea Katz, son frère, sa sœur et d'autres membres de sa famille. Au total, 35 appels ont été passés depuis le téléphone de Charles Peck. Quand il décrochait à l'appel, il n'y avait aucun bruit mis à part des parasites, comme s'il y avait des problèmes de réseau. Et quand il décidait de rappeler le numéro de Charles Peck, il tombait immédiatement sur sa messagerie. Ces nombreux appels ont provoqué l'espoir chez les proches de Charles Peck, qui pensaient que le jeune homme était toujours en vie, qu'il était survivant de l'incident, et qu'il était toujours là, dans les décombres, et qu'il essayait d'avertir ses proches pour qu'ils ne s'inquiètent pas, et qu'il allait bientôt les retrouver. Une équipe de recherche a tracé le signal du téléphone de Charles Peck pour essayer de le retrouver dans les débris, et malheureusement, c'est son corps qui a été retrouvé dans les premiers wagons qui constituaient le train accidenté. Et ces premiers wagons étaient les endroits où il y avait eu le plus de victimes au cours de l'incident. Une autopsie a été réalisée et le médecin légiste a conclu de ces analyses que Charles Peck était mort sur le coup et qu'il n'aurait jamais pu passer des appels auprès de ses proches comme cela s'est réalisé. Autre détail étonnant de cette histoire, c'est que le téléphone de Charles Peck, lui, n'a jamais été retrouvé. Est-ce un appel envoyé depuis l'au-delà? Est-ce que Charles Peck, contrairement à l'avis du médecin légiste, avait réussi à s'en sortir après l'accident? Ou alors est-ce quelqu'un d'autre qui a pris le téléphone du jeune homme pour passer des appels en son nom? Encore aujourd'hui, personne ne détient la réponse. Mais ce n'est pas la seule histoire concernant des messages envoyés d'un individu décédé. En 2011, Jack Froese est décédé d'arythmie. Il n'avait que 32 ans. Quelques mois plus tard, en novembre 2011, plusieurs de ses amis ont reçu un email venant du compte de Jack Froese signé de son nom. On pourrait penser que quelqu'un d'autre a pris son identité, mais personne, aucun de ses proches, n'avait accès à cette messagerie car il n'avait jamais transmis son mot de passe. De plus, on est loin de penser à un piratage, parce que les emails qui ont été envoyés aux proches de Jack Froese contenaient des éléments précis de sa vie privée. Il n'y avait que Jack Froese qui pouvait être au courant de ces détails. Par exemple, il avait envoyé un email à un ami indiquant qu'il devait nettoyer le bazar présent dans le grenier. Un détail qui pourrait sembler anodin, mais ces détails faisaient référence à une conversation que Jack Froese avait eue avec le destinataire de son mail. Cette conversation avait eu lieu peu de temps avant sa mort, et il n'y avait aucune raison que ce mail soit envoyé post-mortem. Un autre email, envoyé cette fois-ci à son cousin, disait qu'il était au courant qu'il allait se briser la cheville, peu de temps avant que le dit cousin n'ait un accident provoquant effectivement une blessure à la cheville. Les proches de Jack Froese pensent qu'un hacker a réussi à s'emparer de la boîte mail de Jack Froese, qu'il aurait potentiellement observé ses proches pour se jouer d'eux. Mais certains membres de l'entourage de Jack Froese pensent que ces emails n'ont pas été envoyés par un hacker, mais bien par Jack Froese lui-même, qui cherchait à garder contact, même au-delà de la mort, avec ses proches. Pendant longtemps, on a essayé de trouver quelles étaient les raisons de ces envois d'emails très étranges, mais aucune réponse n'a été trouvée, à tel point qu'aujourd'hui, les recherches en ce sens ont été abandonnées, et l'envoi de ces mails de l'au-delà est considéré et demeure encore aujourd'hui comme un vrai mystère. N'est-il pas fascinant de penser qu'il y aurait un monde des vivants et un monde des morts? Mais qu'en serait-il s'il y avait des mondes parallèles? Eh bien, il y aurait un homme qui serait venu dans notre monde sans s'en apercevoir, mais qui serait originaire d'un monde pourtant semblable à quelques détails près. Un homme qui est arrivé à l'aéroport de Tokyo, mais qui semblait venir d'un lieu qui n'existe pas sur nos cartes, alors que lui, il est persuadé que là d'où il vient, son pays, existe. Encore, cette histoire-là parlera d'êtres humains. Mais si on se penchait également sur le cas de démons. Dans un hôpital, des enregistrements
ont montré quelque chose de terrifiant. Effectivement, les enregistrements que vous verrez semblent montrer que les démons sont parmi nous, notamment là où la mort peut résider, c'est-à-dire dans certains hôpitaux. Vous n'êtes pas sans savoir que parfois, poltergeist ou démons peuvent provoquer des événements étranges dans nos foyers, des lumières qui s'éteignent, des objets qui se déplacent. Et si un jour ça vous arrivait, que vous mettiez ça sur le compte du paranormal, et que finalement cela n'était pas du tout dû au surnaturel, mais bien dû à l'action d'un groupe de jeunes hommes très mal intentionnés. Tout ça, c'est ce que vous allez découvrir maintenant, avec l'histoire d'un homme d'une autre époque, celle des démons à l'hôpital, et avec l'histoire d'un couple qui a été victime d'une supercherie qui a très mal tourné. Nous sommes au Japon, à l'aéroport de Tokyo en 1954. Un passager lambda passe un contrôle et les douaniers vérifient naturellement les papiers d'identité du passager qui arpentait les allées de l'aéroport de Tokyo. Néanmoins, un contrôle plus poussé doit être réalisé concernant ce passager parce que son passeport ne semble pas en règle. En effet, son pays d'origine est un pays qui n'existe pas, un pays du nom de Taured. Après avoir vérifié que le passeport n'était pas un passeport falsifié, les douaniers ont bien l'impression que le passeport qui a été présenté est un passeport bien authentique. Néanmoins, comme on peut l'affirmer facilement avec une carte, aucun pays sur notre monde ne porte le nom de Taured. L'homme a été emmené en salle d'interrogatoire, où on lui a posé plusieurs questions, et il n'en démord pas. Pour lui, il vient bien d'un pays nommé Taured, et il est même prêt à identifier ce pays sur une carte. On lui a donc présenté une carte, et son doigt s'est précipité sur un lieu précis, un endroit proche de la principauté d'Andorre, en Europe du Sud. En regardant un peu plus attentivement la carte qu'on lui avait présentée, l'individu mystérieux semblait confus et en colère, parce que le pays auquel il disait appartenir ne se trouvait pas sur sa carte. Il pensait qu'on lui jouait une mauvaise blague, qu'on se moquait de lui, mais ni les douaniers, ni lui n'avaient envie de rigoler à ce moment-là. Selon lui, son pays, Taured, existe depuis plus de 1000 ans, et on pourrait penser qu'il a inventé toute cette histoire. Peut-être qu'il cherchait à voyager de manière illégale, peut-être qu'il cherchait à transporter de la drogue, peut-être qu'il cherchait à masquer ses réelles intentions. Néanmoins, son passeport avait été validé par de nombreux aéroports au travers du monde, y compris celui de Tokyo, là où il a été interpellé. Les autorités, ne comprenant pas ce qui se passe, ont décidé d'emmener l'homme dans un hôtel pour pouvoir l'interroger plus longuement, et c'est là que l'impossible s'est produit. Placé dans une chambre hautement surveillée par deux gardes qui se trouvaient à l'extérieur jusqu'à ce qu'on puisse résoudre ce mystère, démêler le vrai du faux, l'homme a réussi à s'échapper. Il s'est échappé ou bien alors, il s'est volatilisé. Alors que lui était enfermé dans sa chambre d'hôtel, les autorités ont interrogé des éléments que l'homme avait présentés sur sa vie, notamment son employeur, la société pour laquelle il travaillait. Néanmoins, cette société qui existait bel et bien n'avait jamais entendu parler de cet homme qui prétendait en être salarié. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'il avait en sa possession des documents officiels attestant de son affiliation à la société qu'il évoquait. Quand la police est revenue à l'hôtel pour réinterroger l'homme sur son histoire, ils ont trouvé une chambre d'hôtel totalement vide. Néanmoins, les gardes qui surveillaient sa chambre sont formels. L'homme n'est pas sorti de la chambre par la porte, et ce qui est sûr, c'est qu'il n'aurait sûrement pas pu sortir par la fenêtre, sa chambre se trouvant à quelques étages au-dessus du sol. En passant par la fenêtre, c'était pour lui la mort assurée, et aucun corps n'a été retrouvé. De nombreuses théories se sont accrochées à cette histoire. Certains pensent que l'homme venant de Taured était un agent secret qui a réussi soit à s'évader de sa chambre d'hôtel de on ne sait quelle manière, ou qu'il a été aidé par quelqu'un d'autre, ou alors, théorie bien plus folle et mystérieuse, cet homme a réussi à retourner dans son monde, le monde où son pays existait bel et bien. Il y a de nombreuses photographies qui semblent montrer des démons, des fantômes. Certaines semblent plus authentiques que d'autres, mais une d'entre elles, plutôt effrayante, a été prise par une infirmière dans un hôpital. Sa responsabilité était celle de surveiller les caméras de surveillance, quand à un moment donné, au-dessus du lit d'un des patients, elle a remarqué une silhouette sombre. Tout de suite, ne comprenant pas ce qui se passe, elle a décidé de prendre en photo ce qu'elle voyait, pour pouvoir le montrer plus tard à ses supérieurs. Et sur cette photographie, on peut voir une silhouette totalement sombre,
à l'apparence d'une créature, à l'aspect trapu, avec des jambes assez fines. La photographie étant en noir et blanc, il est difficile de savoir si la partie sombre de la créature est de la peau ou alors un pelage, à l'image d'un animal. Mais ce qui est sûr, c'est que cette créature semble en quelque sorte humanoïde. On la voit très clairement debout, sur le lit, les deux jambes posées sur le lit de la personne qui y est alitée. Et malheureusement, la qualité étant vraiment très mauvaise, nous n'arrivons pas à en discerner clairement les détails. Phénomène étrange, c'est que quelques heures après avoir pris cette photo, la personne qui se trouvait sous le supposé démon est décédée. Alors de quoi s'agit-il? Les théories sur cette image-là sont plus folles les unes que les autres. Pour certains, cette photographie serait bien la preuve que les démons existent et sont parmi nous, notamment là où règne la mort, que ce soit dans les cimetières ou encore les hôpitaux. Et ce démon serait venu ici pour prendre l'âme d'un futur défunt. D'autres pensent qu'il s'agirait ici d'une entité extraterrestre. Mais alors pourquoi serait-elle venue dans un hôpital? Pour enlever la vie à une personne qui s'y trouvait. Certains y voient là l'image d'une légende, la grande faucheuse, qui a été capturée ici, alors qu'elle venait capturer l'âme d'un futur défunt. Démon, alien, ou grande faucheuse et démon de la mort, nul ne sait vraiment dire ce qui se trouve réellement sur cette photographie. Bien sûr, certains crient à la supercherie. Au vu de la faible qualité de l'image, il serait plutôt aisé de réaliser un photomontage, mais ce qui est sûr, c'est que cette photographie éveille la curiosité. Eh bien peut-être qu'avons-nous affaire ici à un mystère. En fonction de vos convictions, vous pourrez croire ce que vous voulez. Certains pensent réellement qu'un démon s'est présenté sur ce lieu. D'autres ont réussi, selon ce qu'ils disent, à contredire toute théorie paranormale concernant cette photographie. Ce qu'on pourrait voir sur cette photographie est très simple. On pourrait voir un manteau, une barrière de lit et une jambe, et avec la faible qualité, l'ensemble pourrait s'apparenter à un démon. Peut-être avez déjà vous vu une illusion d'optique, vous-même, dans votre chambre, quand vous êtes dans le noir, où vous avez l'impression, avec un assemblage d'objets, un cumul des ombres présents dans la pièce, que quelqu'un se trouvait là, avec vous. Mais dès que vous allumiez la lumière, vous vous rendiez compte qu'il n'y avait rien de tout ça. Qui sait, peut-être que cette photographie est une illusion d'optique, ou alors cette possibilité serait juste une excuse pour éviter de faire face à nos peurs les plus profondes. Avez-vous déjà eu chez vous des événements que vous n'arriviez pas à expliquer ou qui vous ont effrayé, que ce soit des lumières qui s'allument ou qui s'éteignent toutes seules, un téléphone qui sonne et quand vous décrochez, personne n'est là pour vous répondre, des objets que vous pensiez avoir rangés soigneusement et quand vous voulez remettre la main dessus, c'est impossible parce qu'ils ne sont plus là où vous les avez laissés. Eh bien tous ces événements-là se sont passés en Tchécoslovaquie, dans la maison d'un couple d'Autrichiens qui pensait avoir affaire à une entité paranormale. Après avoir expérimenté différents événements étranges pendant quelques mois, le couple a été retrouvé, sans vie. Ils auraient été assassinés. On a d'abord pensé au pire, une entité qui chercherait à s'en prendre aux vivants, mais finalement, il semblerait que ce couple d'Autrichiens avait été la victime d'une supercherie fomentée par des jeunes de 15 ans qui s'amusaient d'eux en leur faisant peur, en leur faisant croire qu'une entité avait pris possession de leur habitat, et une fois lassés de leur jeu malsain, ils ont décidé d'y mettre un terme avec la mort du couple. Vous savez, quand un meurtre est commis ou qu'on trouve un cadavre, une des premières choses réalisées par des enquêteurs, c'est d'identifier le corps. Mais que se passe-t-il si jamais un corps n'est pas identifiable? Ou alors qu'on n'a rien pour déterminer une identification? Et bien justement, quand quelque chose de la sorte arrive, on se retrouve face à un grand mystère. L'affaire Tamam Shud est un des plus grands mystères australiens, car elle concerne la découverte d'un corps que nulle nation n'a pu identifier et qui contenait dans ses poches des éléments pour le moins intrigants. Mais il n'y a pas que l'homme qui crée du mystère, le monde en regorge également. Saviez-vous qu'en Géorgie, il y avait des pierres baptisées les Guide Stones, les pierres guides? Ce seraient des pierres sur lesquelles seraient gravés des commandements en différentes langues qui sembleraient indiquer comment devrait agir l'espèce humaine pour survivre. Enfin, nous allons conclure cette émission avec une histoire bien sordide. Une histoire qui devrait terrifier les amateurs de parcs d'attractions, mais encore plus ceux qui apprécient les trains fantômes. Vous savez, dans les trains fantômes, parfois, on peut se retrouver face à des mannequins, des squelettes, peut-être même des acteurs qui vont essayer de jouer avec nos peurs.
Mais comment réagiriez-vous en apprenant que les éléments de décor que vous pouvez apercevoir sont en réalité de vrais corps humains? C'est tout ce que vous allez voir sur la fin de cette émission, avec l'affaire Tamam Shud, les Guidestones de Géorgie et la vraie maison hantée. Tamam Shud, un nom qui serait capable de terroriser bon nombre de personnes, notamment en Australie. Un des plus grands mystères de notre monde qui commence en décembre 1948. Sur la plage de Somerton, en Australie, on trouve un cadavre. Première étape, identifier ce corps. Qui était la personne qui a été retrouvée sur cette plage? Eh bien, c'est quelque chose dont on n'a toujours pas connaissance aujourd'hui. Un corps sans nom que aucune nation ne sait identifier. Au cours de la tentative d'identification du corps, une fouille minutieuse des effets personnels de l'homme a été réalisée et la seule chose qu'on a pu trouver, c'est un petit bout de papier dans une de ses poches qui avait été cousu pour demeurer invisible. Sur ce bout de papier, il y avait marqué Tamam Shud, une expression qui signifie la fin ou alors terminé. On retrouve cette expression sur la dernière page d'une collection de poèmes appelée Rubaiyat d'Omar Khayyam, un écrivain persan né en 1048 en Perse, qui se trouve être l'Iran actuel. Pourquoi avait-il cette annotation cachée dans sa poche? Personne n'a su déchiffrer ce mystère. Proche du corps, on aurait trouvé une copie des poèmes de Khayyam, contenant un code qui avait été gribouillé, et on pense que ce code a été griffonné par l'inconnu qui avait été retrouvé sans vie. Aujourd'hui, on pense, à cause du contenu des poèmes de Khayyam, que l'individu sur la plage s'est donné la mort lui-même, mais tous les éléments retrouvés n'ayant pas été à 100% décodés. Personne ne sait établir une réponse précise concernant la mort de cet individu sans nom. Depuis des années, on parle de la fin de l'espèce humaine et à plus grande échelle du monde. Réchauffement climatique, destruction de l'environnement. Et s'il existait quelque part sur la planète, un guide qui nous permettrait à tous de trouver notre salut. En Géorgie, des pierres appelées les Guidestones, les pierres guides de la Géorgie, sembleraient détenir un tel secret. Un monument de 6 blocs de granit, haut de 6 mètres, érigé en mars 1980 en Géorgie, commandé de manière anonyme, sur lesquels seraient gravés, dans 8 langues différentes, l'anglais, le russe, l'hébreu, l'arabe, l'hindi, le mandarin, le castillan et le swahili, des indications pour sauver l'espèce humaine. Des langues anciennes ont également été utilisées pour donner des indications, et certains trous sont présents sur les différents blocs. L'un d'entre eux indique quand il est midi, un autre indique la direction de l'étoile polaire, et une plaque sur le sol donne des références astronomiques. On ne sait pas pourquoi ces pierres ont été commandées, pourquoi elles ont été placées à l'endroit où elles se trouvent, à qui s'adressent les inscriptions qui ont été gravées dans le granit, mais en tout cas, le peu qui a été décodé indique que pour que l'espèce humaine survive, il faudrait maintenir la population à 1 demi-million de personnes et laisser la place à la nature. Que la nature reprenne ses droits. Quelles sont les autres indications laissées sur ces pierres de granit? On ne le sait pas. On n'arrive pas à décoder le reste des inscriptions. Étaient-ce les indications farfelues d'un riche individu qui ne savait pas de quoi il parlait? Ou alors y avait-il un aspect réellement scientifique, trop problématique pour être révélé au monde entier tel quel, et qui devait être déchiffré pour être compris et mis en pratique? Les parcs d'attractions, ce sont des lieux où la joie est prédominante. Mais certaines attractions ont pour but, au-delà d'apporter des sensations fortes, d'apporter une sensation qu'on ne peut pas trouver partout, la sensation de peur. Et pour ce faire, les trains fantômes sont tout indiqués. Si on visite plusieurs parcs d'attractions, on pourra trouver différents trains fantômes qui mettent en avant différents aspects horrifiques. Un tueur qui peut nous poursuivre, des éléments horrifiques nous surprenant, des zombies, des vampires, des fantômes. Eh bien, il se trouve que le parc d'attractions de New Pike à Long Beach a décidé de franchir un cap dans la peur qui a été proposée à ceux qui arpentaient le couloir de ce train fantôme. Réquisitionné pour réaliser un film, une équipe de tournage d'une émission qui était venue sur le parc en décembre 1976 préparait la maison hantée pour accueillir les équipes techniques, et un technicien a déplacé un élément horrifique du train fantôme appelé l'homme pendu. Mais en déplaçant cet élément de décor,
le bras de l'homme pendu est tombé, laissant apparaître un os humain. Totalement horrifié, la police a été appelée pour enquêter sur ce qui s'avérait être un réel corps humain et non pas un élément de décor. Et il se trouve que ce corps appartenait, du moins quand il était vivant, à un homme qui était un criminel du nom de Elmer McCurdy, qui avait cambriolé un train et volé 46 $, ainsi que 2 bouteilles de whisky en 1911. Les médecins légistes ont analysé l'homme qui avait été trouvé. Il se trouve que l'homme était resté dans le train fantôme, pendu, pendant 4 ans. Et des personnes qui avaient décidé de se faire peur en utilisant ce train fantôme sont passées devant à de nombreuses reprises, pensant que c'était un mannequin. On ne sait toujours pas qui a placé cet individu à cet endroit, et si l'individu qui l'a placé ici est celui qui l'a tué. Maintenant que vous aurez l'idée de vous faire peur en voyageant dans les couloirs d'un train fantôme, vérifiez bien que ce que vous prenez pour du faux n'est pas en réalité plus sordide qu'il n'y paraît. On en a fini pour ces 12 mystères. J'espère que ce sont des mystères qui vous ont plu. Après, étant des mystères, il est naturel qu'on n'ait pas forcément de réponse. C'est justement ce qui permet d'entretenir ce genre d'histoire. Le fait qu'on ne sache pas ce qui se passe réellement. Qui sait, peut-être que dans le futur, on aura certaines réponses concernant des histoires que vous avez pu voir ce soir. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que toutes ces histoires ont de grandes chances de vous trotter dans la tête un moment, pendant quelques jours. Peut-être que certaines histoires vont plus vous intéresser que d'autres. Peut-être que vous allez vous-même réussir à résoudre certains de ces mystères, qui sait, rien n'est impossible. J'espère que ce live vous a plu. Sincèrement, c'était un grand plaisir pour moi de vous présenter tous ces différents mystères. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé. Peut-être que ce sera un format qui pourrait devenir récurrent sur la chaîne, pas forcément en live, mais qui pourrait se présenter de temps en temps comme ça au milieu des vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci pour votre présence. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le live dans sa totalité ou qui n'ont pas pu être présents ce soir, le live sera mis en rediffusion. Je ne sais pas encore si ce sera découpé un peu comme des petites vidéos ou si je mettrai la globalité comme ça en rediffusion. On verra, l'avenir nous le dira. En tout cas, prenez soin de vous, passez une très bonne soirée. C'était Aken. Salut!